La scène s'ouvre sur des soldats, avançant prudemment vers les ruines d'un fort anéanti. Les cendres d'un affrontement récent flottaient encore dans l'air, tandis que le sol, jonché de décombres et de cendres, exhalait une fumée épaisse qui s'élevait lentement vers le ciel. Tandis que les soldats fouillaient les gravats à la recherche des corps des soldats de la cavalerie du Dragon Blanc cuirassé, l'un d'eux dégagea un survivant à peine conscient, un soldat du fort, blessé et tremblant. D'une voix à peine audible, celui-ci murmura, suppliant, « Épargnez-moi. Je vous en prie. Juste cette fois. Je ne veux pas mourir. » L'homme encapuchonné planta alors sur lui un regard glacial, dénué de la moindre compassion. Sans un mot, avec un mouvement aussi rapide que précis, abrégea la vie du malheureux. Se retournant vers ses hommes, son ton devint plus sec, plus tranchant. « Les avez-vous trouvés » demanda-t-il froidement. « Pas encore, monsieur » répondit un soldat d'un ton soumis. « Nous avons terminé de fouiller le flanc ouest du fort et poursuivons désormais à l'est. » Les yeux du chef se plissèrent, la tension s'installant peu à peu sur son visage. Aucune nouvelle non plus de l'unité d'embuscade ne lui était parvenue. Tandis qu'il traversait les restes de ses camarades tombés au combat, ses pensées se noircissaient. Depuis, seuls les corps de la cavalerie du Dragon Blanc cuirassé manquaient à l'appel. Il leva la main, stoppant net l'avancée de ses troupes. « Attendez. Quelqu'un a-t-il vu l'unité du Dragon Blanc » Mais il n'eut pas le temps d'entendre une réponse. Soudain, surgissant de l'ombre avec une précision létale, la cavalerie du Dragon Blanc cuirassé lança son attaque. Les soldats de l'homme encapuchonné tombèrent les uns après les autres, sans comprendre ce qui leur arrivait. Pris de court, le chef se figea, la tension raidissant tout son corps. Il commençait à se retourner lorsqu'un éclair d'acier jaillit du sol, visant directement son cœur. Il réussit de justesse à parer l'attaque, ses lames s'entrechoquant avec celles d'Evelyne dans une gerbe d'étincelles. L'épée l'avait tout de même effleuré, traçant une entaille sanglante sur son visage. La douleur le fit grincer des dents, mais il se ressaisit rapidement. Evelyne, son regard brûlant de détermination, enchaîna aussitôt. D'un mouvement sec, elle leva la jambe et le frappa en pleine poitrine, le projetant en arrière. Avant qu'il n'ait pu réagir, elle utilisa l'élan du coup pour effectuer une volte arrière. Elle atterrit avec grâce, l'âme prête, ses yeux rivés aux siens. Le visage de l'homme en capuche se figea, la surprise laissant place à une inquiétude palpable. D'un ton sec, presque paniqué, il cria à ses hommes de se préparer à combattre. Ils étaient tombés dans l'embuscade de la cavalerie du Dragon Blanc cuirassé. Mais il était déjà trop tard. Tandis que ses soldats tentaient de se réorganiser, l'assaut faisait rage. Erika surgit de nulle part, sa lame dansant dans le dos de l'ennemi. Ulcus, déchaîné, fendit un adversaire d'un seul coup, son immense force réduisant l'opposition en miettes. Derrière eux, le reste de la cavalerie chargea sans ralentir, leur maîtrise du combat laissant peu de place à la riposte. Théo, quant à lui, fondait sur ses cibles avec une précision fulgurante, tranchant plusieurs ennemis avant même qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui se passait. Face au chef encapuchonné, Evelyne reprit sa posture, son épée fermement brandie. D'une voix serrée par l'irritation, elle lança. J'espérais vraiment que ce ne serait pas le bureau central de renseignement. Brûlant de colère, sa voix résonna, froide et tranchante. Par les lois de Ragnar, tu seras exécuté pour haute trahison. Le ton, chargé d'une fureur glaciale, ne laissait aucun doute, il n'y aurait aucune clémence. Le duel s'engagea alors, brutal et sans répit. Les lames s'entrechoquaient dans une danse mortelle, chaque coup projetant des gerbes d'étincelles, chaque impact résonnant dans l'air saturé de tension. Le chef encapuchonné peinait à suivre le rythme infernal d'Evelyne. Il grinçait des dents, tentant de repousser ses assauts sans relâche. Comment avait-il survécu au bombardement? Se demandait-il, incapable de comprendre l'impossible. Ce moment de doute, fugace mais fatal, lui coûta cher. Evelyne, rapide comme l'éclair, bloqua son attaque d'un seul bras avant de dégainer une dague dissimulée à son poignet. Dans un mouvement fluide, elle le trancha vers ses points vitaux. Il esquiva de justesse, reculant d'un pas maladroit, mais cette perte d'équilibre fut suffisante pour le condamner. Evelyne enchaîna aussitôt, son offensive impitoyable. Chaque coup était précis, vif, puissant. Il ne pouvait que tenter de bloquer, reculer, survivre à cette avalanche d'acier. Son corps s'ouvrait sous les entailles successives, et ses pieds glissaient sur le sol souillé de sang. Ses yeux flamboyants, Evelyne se tourna alors et cria un avertissement aux soldats adverses. « Bureau central de renseignement » cria-t-elle, sa voix chargée de rage. Résister davantage est inutile. Autour d'elle, la cavalerie du Dragon Blanc encerclait les derniers ennemis, leurs lames pointées vers eux. La voix d'Evelyne retentit à nouveau, ferme et implacable. Dès l'instant où notre embuscade a réussi, vous avez perdu toute chance de victoire. Rendez-vous maintenant,
et peut-être aurez-vous la vie sauve. » Mais elle n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Le visage du chef encapuchonné se transforma, tordu par la fureur et une soif de sang insatiable. Il hurla, de toute sa voix, à tous les membres. « J'autorise l'usage de la technique secrète. Utilisez-la maintenant. » Un frisson parcourut les rangs ennemis. Le capitaine Traynor et ses hommes échangèrent des regards sidérés. Cette carte secrète, ils ne l'avaient pas prévue. Les yeux de Théo s'écarquillèrent, son esprit bousculé par cette annonce. Technique secrète? Qu'est-ce que c'est? Derrière lui, un soldat qu'il venait pourtant de terrasser se redressa, habité par une énergie nouvelle. Théo n'eut que le temps de se retourner que l'homme bondit sur lui avec un cri sauvage. Il para l'attaque de justesse, mais quelque chose clochait. Une aura sombre s'échappait désormais du corps de son adversaire. Des éclairs noirs crépitaient autour de lui. La technique du flux sanguin inversé, pensa Théo, stupéfait. Une technique interdite qui consume la force vitale de celui qui l'utilise. Le soldat, maintenant gonflé de puissance mais déjà rongé de l'intérieur, serra les poings. Dans un dernier élan désespéré, il frappa. Théo bloqua l'attaque, mais la force brute derrière le coup le projeta en arrière. Ses muscles crièrent de douleur, protestant violemment malgré la parade. Le choc l'avait bel et bien blessé. Ses yeux se plissèrent, déterminés, tandis que les soldats ennemis, désormais galvanisés par la montée du flux de sang inversé, fonçaient vers lui, le regard brûlant de rage et les lames prêtes à frapper. Mais avant qu'il ne puisse porter le moindre coup, un soldat de la cavalerie du Dragon Blanc cuirassé, issu de la troupe du capitaine Traynor, surgit. D'un geste résolu, il fit barrage avec son corps pour intercepter l'assaut. Il encaissa l'intégralité des frappes ennemies, chaque lame transperçant son corps avec une violence inouïe. Pourtant, il resta debout, impassible, tel un rempart vivant entre Théo et la tempête qui s'annonçait. Le sang s'échappait de sa bouche, mais il tenait toujours, vacillant, sa voix faible mais empreinte d'une résolution farouche. Le nouveau. Fuis, sauve-toi. Théo sentit son cœur se briser alors que le soldat s'effondrait à genoux, crachant un flot de sang. Pris d'une fureur impuissante, il serra les dents, les poings crispés autour de son épée, son sang en ébullition. Il ne pouvait pas rester là, figé. L'image du soldat tombé s'imprima dans son esprit comme une brûlure. La rage l'envahit, son souffle se fit lourd, et dans un cri déchirant, il hurla « Enfoiré! Comment osez-vous » Sa voix vibrait de colère pure, tandis qu'il ramenait son épée en arrière, prêt à libérer toute sa puissance. L'air autour de lui crépitait d'énergie. D'un mouvement vif, Théo activa sa compétence, triple griffe du dragon. Son épée fendit l'air avec une vitesse fulgurante, tranchant les soldats ennemis avec une précision terrifiante. La force de l'attaque balaya tout sur son passage, une seule trajectoire, dévastatrice, suffisait à faire tomber chaque adversaire. Théo se redressa, le souffle court, partagé entre colère et épuisement. La soif de sang brûlait dans son regard, et l'aura bleue autour de ses yeux s'intensifia. D'un geste rapide, il activa la porte mentale, ses sens atteignant un niveau de précision terrifiant. Son regard se verrouilla sur les soldats du Bureau central d'intelligence, encore en combat contre la cavalerie du Dragon Blanc. Chaque cible fixée par son esprit, Théo tira son épée en arrière. Une énergie brute jaillit en lui, prête à exploser. Il libéra sa compétence, l'air s'emplissant d'un crépitement électrique. Une puissante vague d'énergie azurée surgit de sa lame, traversant le champ de bataille comme un éclair. L'impact fut fulgurant. Les ennemis marqués furent annihilés sans même avoir le temps de réagir. Aucun membre de la cavalerie du Dragon Blanc ne fut blessé, la maîtrise de Théo étant totale. Autour de lui, la stupeur régnait. Ses compagnons, témoins de sa puissance réelle, restèrent figés, leurs regards emplis d'incrédulité. Les ennemis n'étaient plus que des fragments dispersés, balayés en un instant par la fureur de son assaut. Lorsque la poussière retomba, le sol portait encore les traces gravées par la puissance de son attaque. Le silence s'installa, lourd, respectueux. Les soldats de la cavalerie du Dragon Blanc restaient bouche bée, incapables de croire ce qu'ils venaient de vivre. Un peu plus loin, une silhouette encapuchonnée à peine debout venait de bloquer l'intégralité de l'attaque de Théo. Un éclair d'incrédulité le traversa. Il ne comprenait pas. Ce garçon avait annihilé l'effet du sang inversé aussi facilement? La rage le submergea. Son regard, empli de haine, s'enflamma. Je ne peux pas le laisser vivre. Sans attendre, il fonça vers Théo, bien décidé à le tuer sur le champ. Mais les membres les plus expérimentés de la cavalerie du Dragon Blanc, encore secoués par l'assaut, ne purent que rester là, stupéfaits. Théo, ce gamin, quand a-t-il appris une telle technique? Murmura le vétéran aux cheveux blonds, la voix tremblante. La soldate à lunettes, tout aussi abasourdie, ajouta à mi-voix.
On va devoir s'entraîner plus dur, vraiment plus dur. Pendant ce temps, Théo, encore secoué par l'intensité de son attaque, grimaçait sous l'effort. J'ai utilisé la porte mentale pour amplifier ma technique en la répétant. Pensa-t-il, le souffle haché. Mais mon corps n'est pas encore prêt pour ça. Il n'eut pas le temps de reprendre son souffle. Dans un grognement de rage, l'homme encapuchonné surgit dans son dos. Théo Ragnar, espèce de salaud, hurla-t-il. Théo se retourna juste à temps, mais l'ennemi était déjà sur lui. Dans ses yeux brûlait une folie meurtrière. Au moins, je t'emmènerai en enfer avec moi. Les yeux de Théo s'écarquillèrent. Sa salle de mana. Elle est tordue. Non, ce type est fou. Il va se faire exploser. Le danger était imminent. Aucun moyen de riposter à temps. Mais alors que l'homme fondait sur lui, une lueur vert pâle enveloppa soudain Théo. Evelyne apparut comme une bourrasque, déclenchant sa compétence, dieu de la tempête. Rafale. L'énergie qu'elle libéra frappa l'ennemi avec la puissance d'une tornade. Le vent déchaîné trancha l'air avec une puissance telle qu'il souleva la silhouette encapuchonnée, l'arrachant du sol pour la projeter violemment dans les airs. Tandis que Théo était désormais hors de portée, Evelyne saisit l'opportunité. Ses yeux, teintés de vert, brillèrent d'une intensité féroce alors qu'elle bondissait à son tour. Elle concentra son énergie avec une précision chirurgicale, invoquant sa technique dieu de la tempête. Maelstrom. Puis, sans hésiter, elle déchaîna toute la puissance de sa compétence, visant directement la salle de mana de son adversaire. Grâce à son intervention, l'instabilité fut maîtrisée, juste assez pour empêcher l'explosion. Théo, témoin de la scène, resta figé. Sa mâchoire se décrocha sous l'effet de la stupeur. Elle a arrêté l'explosion? Mais, c'est quoi cette compétence? La force brute de l'attaque d'Evelyne plaqua l'ennemi au sol dans un fracas assourdissant. Le sol se fissura sous l'impact, pulvérisé par la violence du choc. Le corps de l'homme resta immobile, ensanglanté, brisé, inerte. Théo, vidé par l'effort, s'écroula lui aussi, peinant à respirer. Le poids du combat, accumulé seconde après seconde, venait enfin de l'écraser. Cependant, alors qu'il pensait sombrer dans l'épuisement, des voix familières l'extirpèrent de sa torpeur. Il leva les yeux. Devant lui se tenait l'escouade de la cavalerie du Dragon Blanc, leur visage illuminé par un mélange de soulagement et d'admiration. Ulcus, débordant d'enthousiasme, s'exclama. Exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai déjà pris le titre de première lame du seigneur Théo, alors ne tentez même pas votre chance. Le vétéran aux cheveux blonds tendit la main à Théo, son regard empreint de gratitude. Beau travail, Théo. Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi. Encore secoué par les événements, Théo croisa leurs regards. Il esquissa un sourire, fatigué mais sincère. Après un bref instant, il saisit la main tendue et se releva péniblement. Alors que le capitaine Traynor approchait avec les autres, un soldat s'avança et demanda avec curiosité. « Quand est-ce que toi et la lieutenante avez appris des techniques pareilles ?» Théo, un sourire espiègle aux lèvres, haussa les épaules avec nonchalance. « Si je te le disais, tu finirais à l'infirmerie. » L'ambiance s'allégea aussitôt. Les membres de la cavalerie éclatèrent de rire, leurs visages marqués par la fatigue mais illuminés par la joie. Leur vengeance était accomplie, et le lien qui les unissait semblait plus fort que jamais. Les rires et les acclamations emplirent l'air, dissipant enfin les dernières traces de tension. Le combat appartenait désormais au passé. Le capitaine Traynor observa les jeunes recrues avec fierté. Leur force et leur unité n'étaient plus à prouver. Tandis qu'il levait les yeux vers le ciel clair, une paix profonde s'installa en lui. La nuit noire et longue a enfin pris fin. Et une aube éclatante s'est levée pour nous accueillir de nouveau. La scène bascule vers les terres du Palais des Roses, où la tension est aussi dense que l'air avant un orage. À l'intérieur, la mère d'Action lutte pour respirer, sa gorge emprisonnée dans la poigne impitoyable de Hédétrovian. La fureur de ce dernier est palpable, ses yeux brillent d'un éclat presque aveuglant. D'un ton empoisonné de rage, il crache, espèce de... Alors qu'il l'étrangle, elle se débat, le visage inondé de larmes, son corps secoué de spasmes de douleur. Soudain, Hédé explose de colère et la projette violemment au sol. Elle s'écrase sur la pierre froide, glissant de quelques centimètres. Son regard se pose sur un document scellé posé sur la table, symbole de trahison. Il pointe du doigt, furieux. Quelle excuse comptes-tu donner pour avoir volé mes subordonnés? Ses mains tremblent tandis qu'il agrippe le papier et le broie dans son poing. Tu es Théo Ragnar et les cavaliers du Dragon Blanc. Te rends-tu seulement compte de la gravité de ton crime? Comment oses-tu saboter les grands desseins des Trovians? Ces mots sont des poignards plantés en plein cœur. La mère d'Action hurle, le cœur brisé, tentant de se protéger les oreilles pour ne plus entendre.
À travers ses sanglots, la mère d'Action lui lance un regard enflammé de rage désespérée. Je voulais trancher la tête de l'homme qui a détruit notre Action. Est-ce si difficile à comprendre? Sa voix tremble, chargée de haine. Cet homme, tout est lié à lui. Démolis-les, anéantis-les. Ce n'est qu'à ce prix que mon cœur, que l'âme de mon Action, connaîtra un semblant de paix. Mais Ed atteint son point de rupture. Les poings serrés, il se tourne et lui tonne gravement. Tu sembles avoir oublié quel est ton rôle sale traîné. Ces mots figent la mère d'Action, pétrifiée, l'expression figée entre horreur et incrédulité. Les larmes cessent. Son esprit se brise net. Elle ne parvient plus à réagir. Ed, les dents serrées, gronde. Nous avons perdu l'épée du dragon, le joyau de notre plan. Et désormais, tu n'es plus la fille de Trovian. Ces mots tombent comme un couperet. Un silence glacial envahit la pièce, le poids de l'abandon s'abat sur elle. Dans ses pensées tourbillonnent les images de son père, les mêmes yeux incandescents, la même colère destructrice. Elle baisse la tête, vaincue, incapable de prononcer le moindre mot. Son esprit s'effondre. Alors qu'il quitte la pièce, Ed ordonne, le ton glacial. Cette chose ne nous est plus d'aucune utilité. Écartez-la de ma vue. Qu'on efface toute trace. Que rien ne fuite. Un serviteur, terrifié, tente une supplique désespérée. Maître, je vous en supplie. Je ferai tout, mais laissez-moi vivre. Ed ne se retourne même pas. Son esprit est déjà ailleurs, happé par des pensées plus sombres. Il descend l'escalier, jonché des corps des domestiques du palais, tous victimes de sa fureur. Son visage se ferme, son regard se noircit. Tous ses plans minutieusement préparés, réduits à néant. Son regard se fait venimeux. À cause de ce seul homme. Théo Ragnar. Je vais te tuer moi-même. Note bien mes paroles. Pendant ce temps, dans la solitude de sa chambre, Théo est plongé dans ses réflexions. Il ouvre son inventaire et en sort l'épée tueuse de dragon, Balmon. Il la contemple, lit attentivement sa description. Intrigué, il effleure la garde, admirant la finesse du travail, mais soudain une aura inquiétante s'échappe de l'arme. Une énergie sombre pulse du manche, grimpe le long de son bras, et le brûle. Théo recule brutalement, la douleur le forçant à lâcher l'arme dans un bruit métallique. Sa main, désormais blessée, le fait grimacer. Il murmure, évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'épée tueuse de dragon. Son regard tombe sur sa paume brûlée. Cette lame est incompatible avec le sang des Ragnar. Et comme je le pensais, je ne pourrais l'utiliser qu'après avoir brisé son sceau divin. Sa résolution s'affermit. L'arme est puissante, mais encore hors de portée. Il sait que cette relique d'une époque mythologique dissimule bien plus que son apparence ne le laisse paraître. Sous ses airs d'arme banale, elle renferme une force digne des héros antiques. Une puissance que seuls les élus pourraient maîtriser. Les souvenirs de sa vie passée lui reviennent. Dans ma précédente existence, Ed Trovian avait réussi à briser le sceau du destin tressé. Son esprit s'emballe, cherchant à relier les indices. Puis, soudain, quelque chose s'illumine dans son esprit. Un sourire en coin se dessine. Prudent mais curieux, il referme son inventaire et y range l'arme. Tant que le sceau n'est pas levé, elle n'est qu'un jouet inutile. Ses pensées sont interrompues par un coup discret à la porte. Il fronce les sourcils, surpris par cette visite tardive. Lorsqu'il ouvre, il découvre Evely, qui s'incline respectueusement. « Désolé de vous déranger à cette heure, jeune maître, mais le commandant souhaite vous voir, si vous le permettez. » La scène glisse alors vers une pièce calme, imprégnée d'arômes de thé. Julius est assis face au capitaine Traynor. D'une voix soulagée, il déclare « Je suis content que tu sois revenu vivant. » Il croise les doigts devant son visage, son regard grave. « Mais, tu comptes vraiment prendre ta retraite ?» demanda-t-il tristement. Traynor, empreint d'une noble sérénité, ferme les yeux et répond doucement. « C'est embarrassant à dire, mais j'ai perdu ma jambe et mon dragon compagnon lors de la dernière bataille. Ce vieux corps ne tiendra plus très longtemps. Je compte passer le reste de mes jours chez moi, à honorer la mémoire de mes camarades tombés. » Sa voix porte le poids de sa décision, tandis qu'il tient sa tasse avec calme. Julius, avec un sourire malicieux, lève la main d'un geste tranquille. « Qui pourrait empêcher un vieux têtu comme toi? Fais comme bon te semble. » Le capitaine Traynor prit une gorgée de thé et hocha la tête avec gratitude. Pourtant, sa voix s'anima soudain d'un enthousiasme perceptible. « Ce n'est pas exactement un remplaçant, mais j'ai quelque chose à dire à propos de la nouvelle recrue, Théo Ragnar. À son âge, sa porte mentale est déjà ouverte. » Les yeux de Julius s'illuminèrent d'excitation. Sa porte mentale? Cela signifie qu'il a franchi le seuil qui sépare les humains ordinaires des surhumains. Son sourire s'élargit alors qu'il se penchait légèrement en avant.
Le capitaine posa sa tasse dans un soupir lourd. J'ai été choqué la première fois que je l'ai vu. Il est évident qu'il n'est pas né avec cette porte ouverte. On dirait qu'il a été forcé de la briser, de l'ouvrir par la seule force de sa volonté. Son réceptacle s'est élargi d'un coup, au-delà de ce qu'il pouvait contenir. Cela semble impossible, mais c'est pourtant arrivé. Julius se leva d'un bond, son sourire encore plus éclatant. Dans ce cas, on doit remplir ce réceptacle élargi. Mais le visage du capitaine se durcit aussitôt, et son ton prit une nuance plus grave. C'est tout ce que je peux dire en tant qu'ancien. Plus tard, cette nuit-là, Théo et Julius se retrouvèrent sur le terrain d'entraînement du quartier général de la cavalerie du Dragon Blanc. Julius d'une voix grave lui déclara « À partir de maintenant, tu devras apprendre et grandir par toi-même. Pas uniquement pour ton propre bien, mais aussi pour ceux qui croient en toi et attendent ton aide. » Puis après un moment de silence, Julius sourit à Théo, sa voix teintée de fierté. « Théo, j'ai entendu dire que tu as joué un rôle crucial dans cette mission. » Théo, toujours aussi humble, posa une main sur sa poitrine. « Pas du tout. C'est grâce à mes camarades. » Julius rit doucement, un éclat à la fois admiratif et intrigué dans le regard. « Ne sois pas si modeste. Jusqu'où tes compétences martiales se sont-elles développées ?» Théo hésita, incertain de ce que Julius entendait par là. « Compétences martiales ? Parle-t-il de mes aptitudes au combat ?» Après un instant de réflexion, il répondit d'une voix posée. « Je suis désormais plus à l'aise dans les affrontements. » Mais Julius leva une main pour l'interrompre, sa voix tranchante résonnant avec autorité. « Non. » Ses yeux se plissèrent, luisant d'un rouge intense. « Je ne te parle pas simplement de ton niveau en technique de combat. Je te demande, quel monde ton épée cherche-t-elle à exprimer ?» Un silence tendu s'installa. Théo, surpris, resta figé. Cette question inattendue l'avait complètement désarçonné. « Si c'est ce que tu veux dire, alors je ne suis pas sûr. J'ai simplement poursuivi un entraînement pour imiter la technique du chef de clan. » Julius hocha la tête avec un léger sourire, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Oui, tout le monde commence par là. » Sans attendre, il dégaina son épée. Son regard se fit grave, l'air autour d'eux s'épaissit tandis que le métal chantait dans un éclair. Une onde d'énergie parcourut le sol, assez puissante pour faire reculer Théo d'un pas. Le ciel au-dessus sembla vibrer, se fissurer, virant à un rouge menaçant. En un clin d'œil, Théo se retrouva transporté ailleurs, cerné par les eaux, baignant dans une lueur écarlate. Des éclats de verre pleuvaient du ciel. La voix de Julius résonna à travers cette scène irréelle. Cet endroit est le domaine de verre du dragon démoniaque. Théo, stupéfait, se souvint soudain d'Osa Ragnar. Ce domaine est différent de celui que le dragon de l'épée m'a montré avant la cérémonie, pensa-t-il, émerveillé par la puissance ambiante. Ce monde est-il façonné par les arts martiaux de celui qui le contrôle? La pression augmenta brusquement, l'air devint presque irrespirable. Théo observa Julius, qui cachait partiellement son visage, son épée entourée d'une énergie noire et rouge. L'aura était écrasante. « Regarde bien, » dit Julius d'une voix calme et puissante. « Voici mon épée démoniaque. » Théo écarquilla les yeux. Julius s'apprêtait à démontrer sa véritable force. L'atmosphère vibrait d'excitation alors qu'il lançait sa démonstration. Chaque coup d'épée était à la fois gracieux et dévastateur. Une harmonie parfaite entre attaque et défense, puissance brute et intention meurtrière. Théo, fasciné, ne pouvait détacher les yeux de la scène. Il sentait le sol vibrer, l'air trembler sous la force de l'art de Julius. Puis, soudain, le ciel se fissura de nouveau et une vague écarlate massive s'abattit comme un tsunami. Paralysé, Théo fut englouti. La pression était insupportable, chaque mouvement semblait inutile. Mais d'un simple geste, Julius fendit la mer Rouge. La vague disparut instantanément, comme si elle n'avait jamais existé. Il s'approcha de Théo, le regard grave. « Alors, qu'en as-tu pensé ?» demanda-t-il, perçant du regard. « Comment as-tu trouvé l'art martial du dragon que tu viens de voir ?» Théo, toujours sous le choc, mit un moment à répondre. Puis, d'une voix un peu calme, « C'est incroyablement puissant et destructeur. » Julius rengaina son épée d'un mouvement fluide, un sourire aux lèvres. « C'est exact. La nature du démon est intuitive et directe. Une volonté inflexible de tout briser. Une ligne droite qui transperce tout pour tout détruire. Violence, force, mort, rien n'y échappe. » Il croisa les bras, observant Théo avec intensité. « Et que pensais-tu de l'épée du seigneur du palais des fleurs de prunier ?» Théo, son esprit encore troublé, répondit doucement. Elle était élégante. Belle. Julius poussa un soupir baissant la tête. Belle, dis-tu?
Cette épée incarne l'essence même de la vie. C'est naturel. De la graine au bourgeon, jusqu'à l'épanouissement complet de la fleur. C'est le cycle de la vie, lent, doux, mais indomptable. Même secouée, déchirée ou détournée de sa voie, elle continue de croître. Théo se frotta le menton, pensif. Alors c'est ça, l'art martial qu'il évoquait. Les deux dragons. Et pourtant, deux visions si différentes. Julius, devinant ses pensées, s'approcha. La vie et la mort. La vie et la violence. Tu crois qu'il y a une contradiction entre ces deux interprétations? Théo hésita. Ce n'est pas le cas? Julius se tourna et désactiva son domaine. L'environnement reprenait lentement son aspect normal, le ciel redevenant bleu. Ce ne serait pas amusant si c'était moi qui te donnais la réponse. Puis, il lança un objet à Théo, qui le rattrapa au vol, surpris. Un journal? Demanda Théo, intrigué. Le ton de Julius devint sérieux. C'est le débat entre la maîtresse du palais des fleurs de prunier et moi, le dragon démoniaque. Il s'agit des principes fondamentaux de l'escrime. Les yeux de Théo s'écarquillèrent. L'idée était à peine croyable. Si c'est vrai, alors cela signifie que, même si c'est un cas exceptionnel, coupa Julius d'une voix ferme, nous avons décidé ceci. Tu es l'héritier commun du dragon démoniaque et du dragon de l'épée. Le cœur de Théo manqua un battement. Ces mots résonnèrent en lui comme un coup de tonnerre. Deux dragons légendaires venaient de le désigner comme successeur. L'ampleur de ce destin le submergea. La scène nous ramène dans le passé, au cœur du nid du dragon. Julius, assis calmement, griffonne quelque chose dans son carnet, concentré. À côté de lui, Lady Osa, la dame du palais des fleurs de prunier, attend patiemment, les bras croisés, observant chacun de ses gestes. Lorsque Julius referme finalement son carnet, son regard s'assombrit. Ses yeux se plissent, perdus dans des pensées agitées, et un claquement de langue agacé brise le silence. Sa voix, teintée d'une jalousie mal contenue, s'élève. « Tu es cruel. Il est déjà à moi. Et pourtant, tu veux que je le partage, que nous en fassions notre disciple commun. » Osa Ragnar laisse échapper un petit rire, léger, presque moqueur. « Ne sois pas si jaloux, dit-elle d'un ton chantant. Puis, plus sérieusement, elle ajoute, « Au fond, tu sais bien que tout cela est pour le bien de Théo. Tu ne peux pas nier ça, n'est-ce pas ?» Osa poursuit, d'une voix plus ferme. « Tu l'as sûrement déjà compris, mais Théo suscite des attentes aussi grandes que celles des autres candidats à la succession. Son talent le propulse à une vitesse fulgurante, ce qui signifie aussi qu'il heurtera un mur beaucoup plus tôt que les autres. » Elle sort alors un autre carnet, celui qui renferme les secrets de son art de l'épée, et le brandit avec assurance. Ce savoir lui permettra de dépasser cet obstacle. Les sourcils de Julius se froncent aussitôt. Sa voix devient tendue, presque inquiète. Mais, et si Théo devenait un jour un ennemi des Ragnar? Les yeux d'Osa s'agrandissent, surprise. Visiblement, cette hypothèse ne lui avait jamais traversé l'esprit. Julius poursuit, la voix alourdie par l'angoisse. Tu sais aussi bien que moi que ceux qui grandissent trop vite. Elle l'interrompt doucement, complétant sa pensée avec gravité. Finissent mal. Exactement, murmure Julius. Si l'histoire se répète, ce que nous enseignons à Théo pourrait un jour être retourné contre les Ragnar, sous la forme d'un bain de sang. Un sourire inattendu naît sur les lèvres d'Osa, presque attendri. Comme c'est surprenant, dit-elle en le taquinant, je croyais que ton cœur ne battait que pour lui. Osa affiche un sourire confiant tandis qu'elle poursuit. Mais après l'avoir entendu exprimer tes craintes, je suis maintenant certaine. Elle lève son carnet et déclare, sans ciller. Julius, tu es bel et bien la personne la plus digne de conserver ce savoir. Le regard de Julius s'aiguise tandis qu'il prend les deux carnets. Ses doigts se crispent légèrement autour des couvertures. La voix de Osa, calme et résolue, résonne alors dans son esprit. Protège Théo. Et lorsque tu seras sûr qu'il est resté pur, à l'abri de la convoitise, et qu'il est devenu un Ragnar qui chérit chaque instant, alors seulement, transmets-lui ce savoir. La scène bascule aussitôt dans le présent. Théo et Julius se tiennent dans l'arène d'entraînement du quartier général de la cavalerie du Dragon Blanc. Dans ses mains, Théo serre le carnet contenant les secrets des deux styles d'épée. Il peine à croire à sa propre chance. Les deux dragons les plus puissants en escrime. Et je vais devenir le disciple commun du dragon de l'épée et du dragon démoniaque? Il hésite, l'incertitude perçant dans sa voix. Suis-je vraiment digne d'un tel honneur? La voix du commandant Julius claque, ferme et déterminée. Inutile de jouer la modestie. Il se tourne vers Théo et le fixe intensément. Si je te confie ça, c'est précisément parce que je crois que tu en es digne. Théo ferme un instant les yeux, absorbant la portée de tout ce qu'il a mené ici.
Un léger sourire étire ses lèvres. En y repensant, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Même si je n'ai rien fait pour eux, ils m'ont toujours aidé, sans rien attendre en retour. Avec une résolution nouvelle, Théo pose la main sur sa poitrine et s'incline profondément devant Evelyne et Julius. Depuis l'incident de Randon jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours été là. Je vous le promets, un jour, je vous rendrai l'appareil. Evelyne se couvre le visage d'un air exaspéré. Elle sait déjà ce qui va suivre. Julius, comme attendu, frappe violemment le sol d'un pied, provoquant un bruit sourd. Une aura oppressante envahit l'air alors qu'il s'avance vers Théo avec un sourire sinistre. Il existe un moyen de me rendre ce service dès maintenant, annonce-t-il, d'un ton lourd de promesses. Le cœur battant, Théo se redresse, prêt à affronter ce qui l'attend. Julius dégaine son épée dans un geste fluide, son regard brillant d'excitation. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu un nouveau jouet. Enfin, un nouveau disciple. Je ne peux pas rester assis à me proclamer commandant sans mettre à l'épreuve celui que je forme. La vraie leçon commence maintenant. Le visage de Théo blêmit. Ce duel n'a rien d'un simple entraînement. Julius ne plaisante pas. Sa voix trahit un enthousiasme effrayant, et Théo comprend qu'il n'a aucune chance. Alors que Julius fonce sur lui, Théo tente désespérément de suivre, ses sens en alerte. Evelyne, impassible, tourne simplement les talons et quitte la salle d'entraînement, refermant la porte à double tour derrière elle. Les bruits de leur affrontement résonnent, entrechocs d'acier et cris de panique. Théo frappe la porte du poing, sa voix criant à l'aide. « Sauve-moi, Evelyne !» Pitié. De l'autre côté, Evelyne, la main sur la poignée, crie avec regret. « Je suis désolé, jeune maître. Vraiment désolé. » Le lendemain, sous un ciel dégagé, Evelyne revient sur les lieux. Elle enlève les chaînes de la porte avec un sourire malicieux. Mais à l'instant où elle l'ouvre, son sourire se fige. Assis sur les marches, Théo ressemble à une coquille vide. Broyé, meurtri, comme si chaque goutte d'énergie avait été extirpée de lui. Son esprit semble ailleurs. « Jeune maître, vous allez bien ?» demande-t-elle, inquiète. Théo lève les yeux avec un sourire nerveux sans un mot. Evelyne, encore à moitié dans le déni. « Je crois que le commandant a un peu exagéré cette fois. » Théo baisse la tête, esquisse un rictus. « Tu appelles ça un peu ?» Puis, reprenant son sérieux, Evelyne enchaîne. « Comme tu l'as ordonné, je l'ai enfermé dans la cellule souterraine. » Mais, est-ce vraiment raisonnable? Ce n'est pas le genre à parler, quoi qu'on fasse. Ne rien faire du tout. Théo la coupe sans hésiter, un éclat de confiance. Ne t'en fais pas, tout se déroule comme prévu. Il s'approche, se penche vers elle, et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Les yeux d'Evelyne s'écarquillent aussitôt, stupéfaite. Elle était choquée en apprenant ce que Théo prévoyait comme plan. Quelques jours plus tard, la scène se déplaça vers le palais des fleurs de prunier. Théo pénétra dans les terrains d'entraînement, une tension palpable flottant dans l'air. Une voix douce et chaleureuse l'accueillit aussitôt. « Bienvenue, Théo Ragnar. » Il plaça une main contre sa poitrine, ferma les yeux et inclina la tête avec respect. « Mes salutations, dame des fleurs de prunier. » Depuis l'escalier, Lady Osa Ragnar descendit avec un sourire éclatant. « Je t'attendais. As-tu bien reçu le cadeau que le dragon démoniaque et moi avons préparé pour toi ?» Toujours incliné, Théo répondit avec révérence. « Oui, votre présent m'a été d'une grande aide. » Osa eut un léger rire, une lueur amusée dans le regard. Elle leva la main et, dans un tourbillon d'énergie, une des nombreuses épées présentes s'envola vers elle, atterrissant dans sa paume avec une grâce naturelle. Sans perdre une seconde, elle bondit vers Théo, atterrissant avec souplesse juste devant lui. « Je suis ravi qu'il t'ait plu, » dit-elle d'un ton ferme. Ses yeux brillèrent d'une détermination farouche alors qu'elle poursuivait. « J'aimerais t'enseigner les fondements même de la technique. Ces bases que l'on oublie souvent, mais qui sont pourtant les racines de l'art du sabre. » Elle fit virevolter son épée, si fluide que l'air semblait se fendre sur son passage. « Nous commencerons par ceci, » annonça-t-elle, sa voix posée mais vibrante de sérieux. À la fin de sa démonstration, elle pointa sa lame vers Théo, son sourire s'adoucissant en une expression pleine de chaleur. « J'aimerais discuter avec toi de comment faire fleurir la vie à travers l'épée, » dit-elle, ses yeux plongés dans les siens avec une sincérité troublante. « Et maintenant, Théo, je vais te le demander une fois de plus. » Elle posa délicatement sa lame sur son épaule, sa voix mêlant autorité et promesse. « Théo Ragnar, veux-tu devenir mon disciple ?» Un silence suspendu suivit sa question, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Théo, toujours incliné, sa voix empreinte de respect mais teintée d'une hésitation subtile. « Avant de vous donner ma réponse, puis-je poser une question ?» Il marqua une pause, puis, d'un ton plus incertain, demanda « Est-ce vous qui me demandez cela ?»
Où est-ce la maîtresse de l'épée du dragon céleste? Lady Osa écarquilla légèrement les yeux, surprise par la justesse de son intuition. Après un bref moment, un sourire fin étira ses lèvres. « Oh, alors tu connais ce secret que peu soupçonne. » Elle planta doucement son épée dans le sol, puis répondit d'un ton doux mais assuré. « Je ne vais pas le nier. Le style du dragon céleste est une école secrète, transmise à un seul disciple par génération. Et je suis la seule héritière, la maîtresse de l'épée du dragon céleste. » Le cœur de Théo accéléra, mais il garda son calme alors qu'elle poursuivait, sa voix de plus en plus empreinte de conviction. « Tu veux connaître mes intentions véritables, n'est-ce pas ?» Théo baissa immédiatement la tête, respectueux. « Mes excuses, dame des fleurs de prunier. » Elle sourit à nouveau, avec bienveillance. « Ne t'en fais pas, je ne comptais pas te réprimander. » Son regard se fit plus doux encore. « Je n'ai aucune arrière-pensée. Depuis l'éclosion des fleurs de prunier jusqu'au secret du sabre céleste, j'avais déjà décidé que je te transmettrais tout. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent, abasourdis par l'ampleur de ce qu'elle lui offrait. La scène nous amène aussitôt au moment où Théo quitte le terrain d'entraînement, marchant lentement à travers les allées pavées, l'esprit encore tourmenté par cette révélation. Pourtant, alors qu'il était perdu dans ses pensées, une voix arrogante le tira de sa réflexion. « Et toi, le nouveau ?» Théo se retourna, apercevant un groupe de membres du palais des fleurs de prunier s'approcher, leur visage marqué par le mépris. L'un d'eux s'avança, le ton autoritaire. « Tu es bien Théo Ragnar, le nouveau de la cavalerie du Dragon Blanc ?» Théo se tourna complètement vers eux, son regard glacial, sa voix tranchante. « C'est bien moi. » « Et alors ?» Le membre grimaça, irrité par le ton de Théo. Quelle réponse insolente. Même pas un salut digne de ce nom. Les autres s'approchèrent à leur tour, leur hostilité clairement affichée. Le premier reprit, d'un ton condescendant. « Maintenant que tu es le disciple de la dame des fleurs de prunier, tu pourrais au moins montrer un peu de respect à tes aînés. » Théo plissa les yeux, le dédain transparaissant dans chaque mot. Je me demandais ce que c'était. Mais en fait, ce n'est qu'un caprice d'ego fragile blessé. Puis, il leur tourna le dos avec nonchalance, lançant par-dessus son épaule. « Aîné, sérieusement? Vous n'êtes même pas mes supérieurs directs. Alors pourquoi devrais-je me soucier des rangs ?» Leur fierté en prit un coup. Ils se mirent à grincer des dents, les poings serrés. Finalement, l'un d'eux craqua. « Comment oses-tu dire ça? Tu fais partie du palais des fleurs de prunier maintenant. Ce qui fait de toi notre cadet. » Théo s'arrêta, tourna légèrement la tête, et répondit d'une voix froide. « Il semble que vous soyez gravement dans l'erreur. » Il marqua un temps, puis, avec un visage confiant, presque provocateur, conclut. « L'offre de Lady Osa. Je l'ai refusée. » Un silence abasourdi s'abattit sur le groupe. Ils restèrent figés, incapables de concevoir ce qu'ils venaient d'entendre. Rejeter une offre de l'un des 9 dragons? C'était impensable. Leur orgueil venait d'être réduit en miettes. La scène nous ramène un peu plus tôt dans le terrain d'entraînement, baigné dans une lumière apaisante. Lady Osa Ragnar dame des fleurs de prunier et Théo conversaient. Toujours à genoux, Théo leva les yeux vers elle, l'étonnement dans le regard, sa voix trahissant un mélange de stupeur et d'admiration. « Vous souhaitez me transmettre la floraison complète des pruniers et l'épée du dragon céleste ?» La voix de Lady Osa était ferme mais emplie de chaleur. « N'est-ce pas excitant ?» Sans hésiter, Théo se redressa, son expression traversée par une curiosité sincère. « Bien sûr que si. » Mais rapidement, un voile d'hésitation assombrit ses traits. Il baissa de nouveau la tête, sa voix se fit plus calme. « Mais pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi vous m'accordez autant d'importance. Je n'ai rien fait pour vous. » Lady Osa s'approcha avec une tendresse presque maternelle. Sa voix, pleine de douceur, l'invita à se relever. « Il n'y a pas de raison particulière, Théo. » Elle effleura son visage, pensive, avant de poursuivre, comme perdue dans ses souvenirs. « C'est juste que... tu me rappelles Kyle. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent sous la surprise, son souffle suspendu par l'émotion. « Je vous rappelle le chef de clan ?» Elle hocha lentement la tête, un sourire attendri aux lèvres. « Oui. Pas seulement physiquement. Tu partages aussi son esprit. Lui aussi poursuivait des idéaux inaccessibles, des rêves fous. Quand il était jeune, il refusait d'abandonner, quoi qu'il arrive. » Un silence respectueux s'installa alors que ces mots résonnaient avec gravité. Elle poursuivit, le regard perdu dans un lointain souvenir. Peut-être rêve-t-il encore, d'ailleurs. C'est ce qui l'a empêché de sombrer. Il affrontait chaque épreuve sans jamais plier, même quand le monde lui tournait le dos. C'est cela qui a forgé l'homme qu'il est devenu. Elle s'interrompit un instant, comme emportée dans le passé, puis revint brusquement à l'instant présent, un léger rire s'échappant de ses lèvres. « Quand je te regarde,
je retrouve cette partie de lui dont je suis tombée amoureuse. Comment pourrais-je rester indifférente? Sa voix se fit plus sérieuse. Si cela répond à ta question, alors maintenant, donne-moi ta réponse. Théo la fixa avec détermination. Son regard était clair, sa décision prise. Je vois. C'est une proposition très séduisante. Mais je vais devoir la décliner. Les yeux de Lady Osa se plissèrent, une ombre de gravité traversant son visage. Pourquoi? Quelle est ta raison? La main de Théo se posa sur sa poitrine, son ton empreint de fermeté. Aujourd'hui, j'ai déjà trop de maîtres. Vous, bien sûr, qui m'avez tant appris, mais aussi le commandant Julius. Mes aînés, Evelyn, Selford et Aérin. Mes compagnons d'armes, Remington, Ulcus, Erika. Mes camarades d'entraînement, sans oublier Action et Ed Trovian. Lady Osa haussa un sourcil, surprise. Action? Ed? Des maîtres? Je croyais que vous étiez en conflit. Mais le regard de Théo resta fixe, empli d'une conviction inébranlable. C'est justement parce que nos relations ont été difficiles. Ce sont leurs épreuves qui ont façonné l'homme que je suis devenu. Sa voix se fit encore plus assurée. Mon épée a évolué grâce à ceux qui m'ont aimé comme à ceux qui m'ont blessé. Il fit une pause, le ton plus doux, teinté d'un léger regret. Et c'est justement pour cela que je ne me sens pas prêt à porter l'héritage d'une école. Je ne peux pas, pour l'instant, transmettre un art aussi pur à la prochaine génération. Lady Osa ferma les yeux un bref instant. Un sourire mélancolique naquit sur ses lèvres. Tu refuses de perpétuer une tradition parce que ton épée est en constante évolution. C'est à la fois touchant et quelque part un peu triste. Alors qu'elle se détournait doucement, la voix de Théo résonna dans son dos, claire et sincère. Même si je ne peux être votre disciple. Il s'inclina profondément, le regard doux mais empli de conviction. Je serai honoré de devenir votre fils. Les yeux de Lady Osa s'écarquillèrent, une émotion brute traversant son visage. Elle resta figée, incapable de répondre, alors que le sens des paroles de Théo s'enracinait dans son cœur. Il n'était plus seulement un élève. Il était devenu une part de sa famille. Un peu plus tard, Lady Osa se trouvait dans son jardin. Le vent léger faisait bruisser les feuilles, tandis qu'un serviteur lui versait un verre de vin. Elle porta délicatement la coupe à ses lèvres, un sourire paisible flottant sur son visage, alors que ses pensées retournaient doucement vers son échange avec Théo. Une sérénité sincère émanait d'elle. Le silence fut rompu par la voix joyeuse du serviteur, pleine de bienveillance. Il semble que vous l'appréciez beaucoup, ce jeune homme. Lady Osa posa un regard doux sur sa coupe, sa voix presque murmurée. Bien sûr. Car les cieux ne m'ont jamais permis d'avoir un enfant. Elle ferma un instant les yeux, émue. Et aujourd'hui, un enfant tel que lui m'a promis de devenir mon fils. Comment ne pas en être comblé? Le serviteur sourit à son tour, touché par cette sincérité. Je suis heureux de vous voir aussi épanoui. Dame Osa. Un éclat d'enthousiasme traversa alors le regard de la maîtresse des lieux. Je devrais remercier Théo pour avoir enfin fait de moi une mère. Puis, l'air songeur, elle se tourna vers le serviteur. Peux-tu préparer une lettre pour mon époux? Le serviteur la regarda avec curiosité. Que dois-je y écrire? Le ton d'Osa se fit soudain plus sérieux. Il s'agit de l'examen de promotion de Théo. Les yeux du serviteur s'arrondirent, surpris. Pardonnez mes paroles, mais il vient à peine d'achever la cérémonie de l'éveil. S'il attire trop l'attention si tôt, il pourrait se retrouver en danger. Vous le savez mieux que quiconque, Dame Osa. L'expression de Lady Osa se durcit alors qu'elle posait avec fermeté son verre de vin sur la table. Sa voix, empreinte de détermination, brisa le silence. C'est pour cela que je dois me dépêcher. Ses yeux se plissèrent, une lueur d'ombre dans le regard, tandis qu'elle poursuivait, plus grave. Avant que les grands vents qui s'abattent sur le clan Ragnar ne consument tout, je veux lui transmettre tout ce que je peux. La scène glisse alors vers une atmosphère bien plus glaciale et sombre, celle du quartier général de la cavalerie du Dragon Blanc. Dans une cellule obscure, un épéiste du bureau central de renseignement était retenu captif. Ses poignets étaient enchaînés, son corps immobile, mais ses yeux, eux, s'illuminèrent à l'approche de pas étouffés. Il semblait attendre cet instant. Lorsque la silhouette s'arrêta devant les barreaux, la voix grave de l'épéiste s'éleva, basse mais claire. Finalement, te voilà. De l'autre côté, un homme masqué tenait 3 dagues étincelantes. Son ton était glacial, presque mécanique. Ne m'en veux pas. Tout cela se fait selon sa volonté. L'épéiste redressa brusquement la tête, ses yeux flamboyants de résolution. Jamais je ne remettrai en question ses décisions. Alors vas-y. Tue-moi. Face à cette volonté inébranlable,
l'homme masqué n'hésita pas davantage. Il lança les 3 dagues dans un mouvement vif. Pourtant, juste avant qu'elles ne touchent leur cible, une lumière verte éclatante enveloppa l'épéiste. Les projectiles furent violemment repoussés, se dispersant dans les airs. L'homme masqué recula, stupéfait. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de voir. Mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, le toit s'effondra brutalement au-dessus de lui. Surgissant du toit comme une tempête incarnée, Evelyn Nerville fendit l'air, fondant sur lui avec une fureur impitoyable. « Je t'attendais !» Pris au dépourvu, l'homme masqué tenta désespérément de parer ou d'esquiver, mais Evelyn ne relâchait pas la pression. Ses mouvements étaient d'une précision chirurgicale, implacable, jusqu'à ce que l'un de ses coups brise net l'arme de son adversaire, réduisant sa lame en éclats. Était-elle toujours aussi forte? Songea-t-il, ébranlé. Le regard du traître se porta alors sur l'épéiste enchaîné. Un goût amer lui monta à la gorge. Dommage, je n'ai pas pu l'éliminer. Mais Evelyn ne comptait pas lui laisser la moindre ouverture. Déjà, elle rassemblait son mana, une aura d'énergie verte tourbillonnant autour d'elle comme un cyclone naissant. D'un ton glacial, elle annonça « Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement ». Puis, sans la moindre hésitation, elle déchaîna sa technique secrète, Dieu de la tempête. Rafale. Une bourrasque titanesque explosa en direction de l'ennemi, l'envoyant s'écraser contre un mur avec une violence inouïe. Du sang jaillit de sa bouche, tandis qu'il peinait à se relever, titubant. Mais même acculé, il n'avait pas abandonné. Concentrant à nouveau son mana, il murmurait déjà un sort désespéré, prêt à effacer toute preuve. Evelyn, pourtant, ne le quittait pas des yeux. En une fraction de seconde, elle apparut face à lui, rompant son flux d'énergie avec une aisance redoutable. « Pourquoi faites-vous tous la même chose quand les choses tournent mal ?» Sa voix, implacable, résonna comme une sentence. L'homme masqué s'effondra, vidé de ses forces. Evelyn resta debout au-dessus de lui, inébranlable. Ça ne marchera pas une deuxième fois. Le décor changea à nouveau. Une petite maison reculée, nichée au cœur de la forêt, aux fenêtres obscures, dissimulait une réunion d'une extrême importance. À l'intérieur, des étagères chargées de livres et des cartons entassés dans un désordre presque méthodique occupaient l'espace. Le silence régnait, jusqu'à ce qu'une voix sérieuse le brise. Ce matin à 1h15, Evelyn Nerville a capturé un assassin qui s'était introduit dans la prison souterraine. Réunis dans la pièce se trouvaient Théo, Evelyn, Julius et une femme masquée au regard tranchant. Sa posture imposante la plaçait naturellement comme autorité dans la pièce. Elle reprit, son ton calme mais lourd de sens. Cet assassin appartient à l'organisation Saison du Serpent, une sous-division du clan d'élite orientale des Trovians. Il y a de fortes chances qu'il soit lié au dragon céleste, Ed Trovian. Le visage de Julius se durcit aussitôt. Il croisa les bras, son regard se faisant plus perçant. Cela confirme presque sans doute la présence d'une taupe parmi nous. La femme masquée, nommée Clive, acquiesça. Exact. Si cette réunion se tient ici, c'est précisément pour éviter de nouvelles fuites d'informations. Ses yeux brillèrent brièvement avant qu'elle ne poursuive. D'après nos sources, Saison du Serpent est actuellement basée dans un ancien château de la région de Calhelm. D'ici 3 heures, ils considéreront leur mission comme un échec, brûleront toute preuve et disparaîtront. Nous devons frapper avant cela. C'est le cœur de cette mission conjointe. Elle se redressa légèrement, sa voix résonnant avec autorité. Je suis Clive, de Ranulsnow. Ceci conclut mon rapport. Théo, les bras croisés, prit un instant pour assimiler tout ce qu'il venait d'entendre. Intérieurement, il était abasourdi. Rencontrer une agente de Ranulsnow. Qui aurait cru que ce jour viendrait aussi vite? Julius inclina légèrement la tête. Son ton devint grave. Il reste une dernière chose à annoncer. Il marqua une pause, s'assurant que ses paroles allaient être entendues avec le sérieux qu'elles méritaient. Cette mission servira également d'examen de promotion pour Théo Ragnar. Un silence stupéfait s'installa. Théo et Evelyn restèrent figés, sous le choc. Théo se pencha légèrement en avant, sa voix teintée d'incrédulité. « J'ai déjà rempli les conditions pour un examen de promotion ?» Julius poussa un soupir, comme alourdi par la suite. « C'est exact. Mais ne te fais pas d'illusions. La difficulté de ton examen vient de grimper en flèche. » L'esprit de Théo vacillait, son cœur battait à tout rompre face à ce brusque tournant. Julius, le regard durci, posa sur lui des yeux perçants. Sa voix grave et posée résonna dans la pièce. Lorsque l'on gravit les échelons, il est normal que les épreuves gagnent en difficulté. Cependant, ce qui ne l'est pas, c'est d'attribuer à un simple examen de promotion une mission susceptible de déclencher une guerre civile. Ces mots, lourds de sens,
tombèrent comme un coup près. Evelyne, quant à elle, ferma les yeux, son visage exprimant à la fois la frustration et l'incrédulité. Elle peinait à encaisser l'ampleur de ce qu'on attendait d'eux. Julius poursuivit, d'un ton tranchant et implacable. « Il paraît que tu as envoyé Evelyne surveiller les cellules, convaincu qu'un assassin s'y infiltrerait. Tu as lancé cette opération de ton propre chef. Alors tu dois la mener jusqu'au bout. » Le regard de Théo s'élargit, frappé de stupeur. Il tentait de rassembler ses pensées, cherchant une explication. « Je suis désolé. » Mais il n'eut pas le temps d'achever. Julius, dans un geste à la fois affectueux et autoritaire, attrapa la tête de Théo et la tira sous son bras, le bloquant avec une aisance désarmante. Un sourire en coin, il lâcha. Même en tant qu'héritier, c'est un manque de respect de mener des plans sans consulter tes supérieurs. Maintenant que tu as mis la main dans l'engrenage, tu vas devoir terminer cette mission sans faute. Il lui asséna un léger coup de tête, un mélange de provocation fraternelle et d'encouragement. Obtiens ta promotion au rang de bretteur intermédiaire. Gagne le droit d'opérer seul. C'est compris? Théo, grattant sa tête, esquissa un petit sourire malgré la tension ambiante. Compris, monsieur. Cependant, en lui, quelque chose s'agitait. Il n'arrivait pas à chasser cette sensation étrange. Tout ça, ça tourne autour de moi. Depuis quand suis-je devenu le centre de tout ça? C'est alors qu'un détail accrocha son regard. Une fenêtre de notification système apparut, s'imposant à lui avec des mots aussi glaçants qu'énigmatiques. Quête scénario 4, liens obscurs d'une vie antérieure. C'est le moment de faire table rase. Mettez fin au complot insidieux. Son poing se referma instinctivement. La colère montait, muée par une vieille question qu'il n'avait jamais su résoudre. Qu'est-ce qui, dans mon passé, les lie à moi au point de provoquer tout cela? Cleave, resté silencieuse jusqu'ici, se tourna brusquement vers lui. Sa voix, incisive, était teintée d'un soupçon de méfiance. « Tu as un problème, Théo Ragnar ?» Il se redressa, le regard dur, et répondit sans détour. « Aucun. » Ses yeux reflétaient une détermination inflexible. Le poids de la mission pesait déjà lourd sur ses épaules, mais il ne flancherait pas. Cette mission, je la mènerai à bien, quoi qu'il en coûte. Julius se leva d'un mouvement sec, les deux mains plaquées sur la table. Son ton, ferme et chargé d'intensité, claqua dans l'air tendu de la pièce. « Bien. Vous avez vos consignes. » Un sourire, glacial mais empreint d'excitation, étira ses lèvres tandis qu'il ajoutait « Il est temps de lancer l'opération nettoyage du serpent. » À cet instant, les regards de Théo, Cleave et Evelyne se croisèrent et s'aiguisèrent. La scène se déplaça quelques instants plus tard, au cœur de la forêt. Un palais se dressait au loin, enveloppé par des bois épais. Dans les bois, Cleave, Evelyne et Théo étaient accroupis au sol, dissimulés dans les ombres. Cleave se tourna vers eux, sa voix grave, teintée d'urgence. En raison d'une possible fuite d'informations, cette mission a été limitée à 3 personnes. Vous deux, déjà impliqués, et moi. Son regard se fit plus perçant, son ton assurément ferme. Notre cible est une organisation d'assassins. En tant qu'épéistes, nous avons l'avantage en combat rapproché, mais ils nous surpassent en nombre. Elle dirigea son regard vers la planque visible au loin, la tension dans sa voix trahissant l'importance de leur objectif. Quoi qu'il arrive, ne baissez jamais votre garde. Théo hocha la tête, déterminé. Compris, répondit-il d'un ton confiant, les yeux plissés de concentration. La scène bascula à l'intérieur du château, la cage des assassins. 2 silhouettes étaient penchées sur une table, examinant des documents. L'un d'eux fronça les sourcils. Prends soin de régler les papiers. Son interlocuteur, masqué, un document à la main, releva la tête. Partons dès qu'il revient. Cela fait combien de temps qu'il est parti? Un peu moins de 2 heures, répondit l'autre. Il ne devrait plus tarder. Mais la conversation fut brusquement interrompue. Un 3e homme, posté près de la porte, aiguisait son épée. Il s'arrêta, intrigué par un bruit métallique. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, la boule libéra un nuage épais de fumée, envahissant la pièce en quelques secondes. Pris de court, le garde porta une main à son visage, tentant de contenir la panique. Sa voix étranglée s'éleva à peine. C'est une embuscade. Il n'eut pas le temps de finir. Une silhouette surgit des ténèbres, se mouvant avec une vitesse surnaturelle. C'était Cleave. Tel un spectre, elle traversa la pièce d'un seul élan, rapide et précise. En un mouvement fluide, elle décapita le garde. Les 2 autres n'eurent pas même le temps de lever leurs armes. Déjà, ils s'effondraient, grièvement blessés. L'assassin masqué, paralysé par la rapidité de l'assaut, ne comprenait toujours pas comment ils avaient été découverts. Du sang coulait de sa blessure tandis qu'il murmurait, haletant. « Par tous les diables, comment ?»
Les yeux de Clive se posèrent froidement sur lui alors qu'il tentait de s'échapper. Elle jeta un regard vers la table, puis d'un coup de pied puissant, la propulsa dans sa direction. Le meuble percuta l'homme de plein fouet, le plaquant au sol. Il resta là, inerte, son corps brisé par l'impact. Sans perdre une seconde, Clive attrapa un document volant dans les airs, ses yeux le parcourant rapidement. « Zone sécurisée », déclara-t-elle d'un ton impérieux. « Evelyn et moi, on s'occupe de l'étage. Théo, tu prends le sous-sol. »« À vos ordres », répondit Théo sans hésiter, la voix ferme. Alors qu'il s'élançait vers les escaliers, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine admiration pour Clive. Sa rapidité, sa précision. Elle avait neutralisé 3 assassins en un instant. Incroyable, pensa-t-il. La réalité de ses compétences venait de s'imposer à lui. Il pressa le pas vers le sous-sol, l'esprit focalisé sur leur mission. Si les plans sont exacts, l'escalier devrait être juste là, pensa-t-il. Mais alors qu'il approchait, un détail lui échappa. Un fil tendu au sol. Son pied le heurta. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Qu'est-ce que... Une flèche surgit de nulle part, fonçant droit sur lui. Par réflexe, il serra les dents et inclina la tête juste à temps, l'évitant de peu. Je ne peux pas me laisser piéger maintenant, pensa-t-il. Sans attendre, il activa sa compétence Hatchling Synchro. Une énergie bleue l'enveloppa, révélant la configuration du lieu avec une clarté saisissante. Les pièges jusque-là invisibles se dévoilèrent, tout comme les ennemis embusqués dans les recoins. Pas de temps à perdre. Il ouvrit son inventaire, en sortit plusieurs épées, qu'il fit léviter autour de lui grâce à sa télékinésie. Puis, il insuffla à chaque lame l'énergie de son autre compétence, respiration du dragon tonnerre. Des éclairs noirs parcoururent les lames, prêts à frapper. Marque du dragon, lança-t-il. D'un geste vif, il libéra les armes. Les épées volèrent, bondissant sur les murs, transperçant l'air et désactivant tous les pièges. Les assassins embusqués n'eurent pas le temps de comprendre. En quelques secondes, tout fut terminé. L'un d'eux, encore vivant, leva les yeux vers Théo, sonné. « Comment as-tu fait ça ?» Mais il n'obtint aucune réponse. Il s'effondra, inconscient. Théo, imperturbable, reprit sa route vers les escaliers. Chaque pas était précis, guidé par la concentration. Alors qu'il descendait, ses pensées s'intensifièrent. Avec une telle sécurité, il y a forcément quelque chose de précieux en bas. Mais il n'eut pas le temps de finir cette idée. À peine arrivé au pied des marches, il s'immobilisa. Devant lui, le sol était maculé de sang. Au loin, une silhouette vêtue de rouge se tenait immobile. L'homme, sans tourner la tête. Sa voix, teintée d'un plaisir sinistre, résonna. « Oh, je sens la puanteur de l'impureté d'ici. » Les yeux de Théo vacillèrent d'inquiétude alors que l'homme, dont le chapeau dissimulait la majeure partie du visage, se tourna lentement vers lui. Son aura était oppressante, presque suffocante, une puissance sombre et écrasante émanait de lui, comparable à celle d'un prêtre maléfique. Derrière lui, plusieurs crânes étaient alignés, tandis qu'un symbole sinistre, dessiné avec du sang, s'étalait sur le mur. Théo serra les dents, son cœur battant la chamade alors que la terreur montait en lui. Impossible. L'église du démon sacré? Aussitôt, des souvenirs enfouis refirent surface. Ce culte fanatique prêchait la venue imminente de l'Apocalypse, persuadé qu'un sauveur descendrait des cieux pour inaugurer une ère de destruction. Théo n'eut aucun mal à se souvenir qu'ils étaient considérés comme les instigateurs de la grande guerre censée anéantir l'Empire. Le prêtre, arborant un sourire malsain, balaya Théo du regard avec une lueur perverse dans les yeux. Sa voix, à la fois grave et exultante, brisa le silence. « On dirait que tu sais qui je suis. » Il ouvrit grand les bras, ravi d'être reconnu, alors que le visage de Théo se crispa davantage. La sueur perlait sur son front. Instinctivement, il activa sa compétence Hatchling Synchro, tentant de lire le flux de mana autour de lui, espérant ainsi comprendre à quel genre d'adversaire il avait affaire. Mais ce qu'il perçut le glaça d'effroi. Ce n'est pas possible. Ce mana. Il n'obéit à aucune règle connue. Il provenait d'un esprit brisé, une faille béante dans le flux naturel. Serait-ce cette grâce dont parlent les prêtres de sang? Le prêtre, ses yeux plissés et sa voix suintant le mépris, murmura d'un ton venimeux. « Hélas, tu n'es encore qu'un mécréant. » Il joignit les mains, son timbre se faisant plus sombre encore, tandis qu'une vague d'énergie maléfique envahissait la pièce, emplissant l'air d'un poids invisible et terrifiant. « Ce n'est pas grave, je vais t'offrir l'honneur ultime, devenir un sacrifice pour l'unique et véritable Dieu. » Théo, l'épée dégainée, se tenait prêt. Pourtant, il fut pris au dépourvu par la vitesse foudroyante du prêtre. En un éclair, ce dernier fondit sur lui,
hurlant avec une ferveur glaçante. Ne rejette pas la grâce de Dieu. D'un réflexe instinctif, Théo parvint à parer le premier coup, mais il sentit immédiatement que la force qu'il affrontait dépassait tout ce qu'il avait connu. Est-ce vraiment une main humaine? Le combat éclata, intense et brutal. Chaque frappe de Théo était contrée ou déviée avec une aisance terrifiante. Peu importe la vitesse ou la précision de ses attaques, le prêtre restait toujours un coup en avance, esquivant ou bloquant avec une froide efficacité. Petit à petit, Théo fut forcé de reculer. Lorsque le prêtre lança un coup dévastateur, Théo l'évita de justesse en inclinant la tête, puis profita de l'ouverture pour concentrer toute son énergie dans une attaque. Son épée brilla, vibrante d'énergie, alors qu'il libérait sa compétence. Il frappa de toutes ses forces. Mais à sa stupeur, le prêtre stoppa l'assaut à main nue. Une onde de choc secoua les fondations du sous-sol, un orage d'énergie brute éclatant dans l'espace confiné. Pourtant, aucune attaque ne semblait pouvoir l'atteindre. Il absorbait chaque impact comme une forteresse de fer vivant. Il a arrêté mon coup le plus puissant comme si ce n'était rien, pensa Théo, abasourdi. Sans laisser le temps à Théo de réagir, le prêtre attrapa son épée, s'en servit comme levier et le projeta violemment à travers la pièce. Théo heurta le mur avec fracas, crachant du sang sous l'impact. La douleur le submergea, son corps s'écrasa au sol dans un vacarme sourd. Ce prêtre n'est qu'un sous-fifre de l'Église, et il est déjà aussi puissant? Ses pensées tournaient en boucle, tentant désespérément de trouver un sens à cette force colossale. Il gémit, son corps meurtri protestant à chaque mouvement, tandis que le prêtre s'approchait lentement, comme un prédateur certain de sa proie. Je ne peux pas utiliser la triple griffe du dragon ici, songea Théo, paniqué. Sinon, je nous enterre tous les deux vivants. Il regarda son épée, les doigts tremblants, cherchant désespérément une réponse. Mais ce n'est qu'en fermant les yeux qu'il rappela. Les voix de Julius et de Lady Osa résonnèrent dans son esprit. La force explosive et destructrice, voilà le cœur du maniement de l'épée. Elle est la mort incarnée. Mais à la fin, j'aimerais te parler de comment faire fleurir la vie à travers l'épée. La vie et la mort. La violence et la survie. Crois-tu que ces deux visions s'opposent vraiment? Les yeux de Théo s'ouvrirent brusquement. Quelque chose s'éveilla en lui. Un équilibre parfait entre la vie et la mort, la dualité sacrée qu'il n'avait jamais compris, jusqu'à maintenant. Sa prise se raffermit autour du manche de son épée. Son regard se fit acérer, le prêtre, désormais prêt à abattre ses poings dans une ultime attaque. « Seigneur, que ce jeune agneau soit offert en sacrifice », s'exclama le prêtre avec une extase perverse. Le sol se fractura sous l'impact monstrueux. Une onde de choc ravagea le sous-sol. Mais Théo, dans un éclair de lucidité, bondit sur le côté, évitant de peu l'écrasement. Il retrouva son équilibre et croisa à nouveau le regard de son ennemi. Le prêtre gronda avec une fausse bienveillance teintée de sarcasme. « Tu es tenace, petit agneau. » Mais Théo ne fléchit pas. Il sentait l'énergie affluer vers son épée. « Je comprends à présent. Ces deux épées ne sont pas opposées. Vie et mort sont un cycle. La mort nourrit la vie. Et à travers elle, l'épée peut fleurir. » Théo serra son épée plus fort, puisant sa force à la fois dans les enseignements de Julius et d'Osa. Ce ne sont pas deux pouvoirs distincts, pensa-t-il, mais une seule et même essence. Cette révélation s'enracina fermement dans son esprit. S'il appliquait ce principe, en concentrant l'énergie habituellement dispersée en une seule impulsion lumineuse, alors, l'énergie commença à converger en lui, s'écoulant telle une rivière vers sa lame. Inspirant profondément, il ramena son épée en arrière, rassemblant toute sa puissance, toute sa vitesse, pour un coup unique, fatal. Le prêtre de sang, observant la scène avec un sourire moqueur, leva la main avec dédain. Sa voix, teintée d'ironie, claqua. « Ne sois pas idiot. N'as-tu donc pas compris que ton épée est sans effet sur moi ?» Mais avant qu'il n'achève sa phrase, un éclair éclatant jaillit de sa lame, fendant l'espace dans un sifflement. L'onde de choc se propagea brutalement, secouant tout le sous-sol. L'air vibrait, chargé d'électricité, tandis que des étincelles jaillissaient des murs. Le prêtre tenta de bloquer l'attaque, mais son sourire s'effaça aussitôt. L'énergie qui s'en dégageait surpassait tout ce qu'il avait prévu. Son bras trembla, du sang jaillissant de sa paume, puis de ses doigts, alors qu'il réalisait avec stupeur. Cette attaque, elle est comme vivante. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, l'éclair du dragon de Théo le submergea. Il fut projeté en arrière, percutant le mur avec une violence inouïe. La pierre se fissura sous le choc, tandis que le sang coulait abondamment de son corps. Sa voix, déformée par la douleur et la colère, gronda dans l'air, acquérir la connaissance à travers le carnage. Tu es véritablement une semence du mal. Je ne peux pas te laisser souiller davantage le monde du Seigneur.
Mais Théo n'attendit pas qu'il termine. D'un geste fulgurant, il saisit la tête du prêtre et la fracassa contre le mur. Le choc fut brutal, écrasant, le prêtre complètement submergé par la force brute du jeune homme. Sans perdre une seconde, Théo activa sa compétence synchronisation de l'éclosion. Posant sa main sur le visage ensanglanté du prêtre, il tenta de plonger dans sa mémoire, espérant percer le secret de cette étrange énergie utilisée par l'église du démon sacré. Cependant, alors que sa main entrait en contact, une chose inattendue se produisit. Le corps du prêtre sembla se dissoudre, aspiré hors de la réalité. À sa grande horreur, Théo fut entraîné avec lui, projeté dans une dimension inconnue. Ses repères se brouillèrent. Les contours de la réalité se désintégraient. Ce n'était pas comme les précédentes lectures de mémoire. Non, cette fois, il avait été arraché à son monde. Complètement désorienté, il tenta de comprendre ce qu'il voyait. Un écran système apparut soudainement, tremblotant, parasité par l'énergie malsaine de ce lieu. Il n'eut pas le temps de lire qu'une série d'alertes s'afficha rapidement. L'une d'elles, en rouge vif, clignotait. Alerte. Vous avez rencontré un ennemi de niveau bien supérieur. Fuyez. Le cœur de Théo s'accéléra. Il tenta de comprendre, mais l'atmosphère changea subitement. Une pression écrasante s'abattit sur lui, comme si l'air lui-même voulait l'écraser. Puis, une voix titanesque résonna, faisant vibrer l'air autour de lui. « Qui es-tu » La pression s'intensifia, son corps ployant sous l'oppression. Et soudain, un œil gigantesque apparut devant lui. Il s'ouvrit lentement, dévoilant une pupille d'un noir infini, verrouillant Théo dans son regard malveillant. Il n'était plus qu'un insecte face à cette entité cosmique. Un être titanesque se matérialisa peu à peu, sa forme en perpétuel mouvement, d'innombrables yeux flottants dans une masse d'ombre vivante. L'air se déchira sous la puissance de cette seule vision. Puis, la voix rugit à nouveau. « Comment oses-tu perturber mon doux sommeil ?» Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.